Le chef de l'État sortant du Malawi, Peter Mutharika, est en tête de l'élection présidentielle, devançant de 5 points le leader de l'opposition, Lazarus Chakwera. C'est ce que révèlent les résultats partiels. Les violations des droits de l'homme ont connu une recrudescence alarmante au Togo. Ces derniers mois, la Ligue togolaise des droits de l'homme l'affirme dans son dernier rapport consacré à ce pays. « 18 personnes ont été interpellées à la suite des affrontements intercommunautaires la semaine dernière à Béoumi, au centre de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce jeudi par le procureur de la République de Bouaké. Merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Le chef de l'État sortant du Malawi, Peter Mutharika, est en tête de l'élection présidentielle, devançant de 5 points le leader de l'opposition, Lazarus Chakwera. C'est du moins ce que révèlent des résultats partiels publiés ce jeudi par la commission électorale portant sur les 3/4 des bureaux de vote. Les images. Le chef de l'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, avait affirmé mercredi soir être très largement en tête de la présidentielle organisée la veille, selon un décompte partiel de son parti, le Parti du Congrès du Malawi, et avait accusé le camp du président sortant de vouloir frauder. Peter Mutharika, qui brigue un second mandat de 5 ans, obtient 40,49% des suffrages devant Lazarus Chakwera, qui en obtient 35,44% selon les chiffres de la commission électorale publiés jeudi en début d'après-midi. Le taux de participation des quelques 6,8 millions d'électeurs enregistrés n'était pas encore connu. À la tête du Parti démocratique progressiste, Peter Mutharika a fait campagne en louant son action au pouvoir pour améliorer les infrastructures du pays, notamment les routes. Mais sa présidence a été marquée par un fort mécontentement populaire, alimenté des pénuries de nourriture, des coupures d'électricité et par un scandale de pots de vin à la suite de l'attribution d'un contrat de millions de dollars à la police. 7 candidats étaient en lice pour le scrutin de mardi. Le 3e candidat d'importance est le vice-président en rupture de banc, Solos Chilima, crédité de 18% des suffrages, selon les résultats partiels officiels. Mercredi soir, Chakwera avait affirmé être en tête dans le nord et dans le sud. En 2014, il était arrivé 2e du scrutin, avec 450 000 voix de retard seulement sur Peter Mutharika, des élections émaillées par de nombreux incidents. Avec cette sortie de l'opposant, analystes et commentateurs redoutent des tensions à l'approche de la proclamation des résultats. Les violations des droits de l'homme ont connu une recrudescence alarmante au Togo. Ces derniers mois, la Ligue togolaise des droits de l'homme l'affirme dans son dernier rapport consacré à ce pays. Les précisions. Les faits collectés et présentés dans le document couvrent une période de 8 mois, d'août 2018 au 13 avril 2019, date des dernières manifestations contre le pouvoir. Selon la Ligue togolaise des droits de l'homme, 5 personnes ont été tuées, dont 3 par balle pendant des manifestations de l'opposition au cours de cette période. Parmi les victimes figure un enfant de 12 ans, froidement abattu à Togblekopé par une arme à feu par des éléments des forces armées le 8 décembre, à la veille des élections législatives, souligne le rapport intitulé « Togo, la terreur contre le peuple ». La Ligue togolaise des droits de l'homme dénonce pêle-mêle des atteintes à l'intégrité physique, des maltraitances psychologiques, des destructions, extorsions de biens, pillages et vols, des entraves aux libertés publiques et les mauvaises conditions de vie des personnes détenues dans le cadre des manifestations de l'opposition. Selon l'ONG, respectée au sein de la société civile togolaise, les manifestants arrêtés sur les lieux de manifestation par les forces de sécurité subissent de sérieuses et graves atteintes à leur intégrité physique. Quelques 118 personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de l'opposition sont toujours incarcérées, n'ayant pas bénéficié de 2 vagues de grâce présidentielle. Par ailleurs, la Ligue togolaise des droits de l'homme a formulé une série de recommandations, notamment à l'endroit de l'État togolais, des organisations onusiennes et la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme. Elle demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur les multiples cas de torture et la libération de tous les détenus arrêtés dans le cadre des manifestations, ainsi que les leaders du Parti national panafricain PNP, parti d'opposition.
18 personnes ont été interpellées à la suite des affrontements intercommunautaires qui ont fait 11 morts la semaine dernière à Béoumi, au centre de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le procureur de la République de Bouaké, Brahman Koné. À ce jour, 18 personnes des deux camps ont été interpellées dans le cadre de l'enquête confiée à la section de recherche de la brigade de gendarmerie de Bouaké, a déclaré le procureur lors d'une conférence de presse. Une altercation entre un chauffeur de taxi Bruce Malinké et un conducteur de mototaxi Baoulé est à l'origine de ces violences qui ont dégénéré en bataille rangée dans la ville de Béoumi, faisant 11 morts, 108 blessés et 30 déplacés selon le bilan officiel. Les deux chauffeurs se sont mis à l'abri, mais ils seront interpellés tôt ou tard, a affirmé Brahman Koné. Le procureur a souhaité couper court aux rumeurs faisant état de l'utilisation d'armes de guerre pendant le conflit, indiquant qu'au stade actuel de l'enquête, aucune arme de guerre n'a été utilisée. Les armes utilisées sont exclusivement des fusils de chasse traditionnels. Mettant en garde tous ceux qui propagent des discours haineux, le procureur a également déclaré que le parquet de Bouaké n'hésiterait pas un seul instant à arrêter toute personne, qu'elle soit homme politique, chef religieux ou traditionnel, qui incite une ethnie à attaquer une autre par des propos de haine. Les affrontements intercommunautaires, parfois meurtriers, sont fréquents en Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants qui compte plusieurs dizaines d'ethnies. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le chef du gouvernement d'Union nationale en Libye, reconnu par la communauté internationale, a estimé ce mercredi à Tunis que le cessez-le-feu en Libye ne pouvait se faire sans le retrait des agresseurs. Fayez al-Sarraj parle ainsi des forces du maréchal Khalifa Haftar. Images et son. Plus de 6 semaines après le début de l'assaut sur Tripoli du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays et son autoproclamée armée nationale libyenne font toujours face à la résistance des forces du GNA basées à Tripoli. Minées par les luttes d'influence depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est dirigée par ces deux autorités rivales. En marge d'une visite à Tunis, Fayez al-Sarraj a demandé lors d'une réunion avec des ambassadeurs des pays arabes, africains et européens d'appeler les choses par leur nom et de dénoncer l'agresseur selon un communiqué de son bureau. Cet assaut qui nous a coûté des centaines de morts des deux côtés n'avait pas lieu d'être. Nous étions sur le point de résoudre la crise que notre pays connaît depuis des années par des moyens pacifiques, mais cet assaut est venu détruire radicalement le processus politique. Vous pouvez être sûr que les circonstances que traverse notre pays sont des circonstances exceptionnelles et qu'au sein du gouvernement d'Union nationale, nous vivons une guerre qui nous a été imposée pour défendre nos familles dans la capitale de tous les Libyens et pour bâtir l'État démocratique et patriotique qu'espère notre peuple. L'affaire est délicate, car elle est en relation avec l'union d'une nation et il ne faut jamais permettre à un aventurier de ruiner cette union. Soyons tous unis contre ceux qui cherchent à disperser un peuple uni. L'ambition politique est sans doute un droit légitime, mais il y a des moyens pour la concrétiser. De son côté, le maréchal libyen Haftar a affirmé ce mercredi à Paris à Emmanuel Macron que les conditions n'étaient pas réunies pour un cessez-le-feu autour de Tripoli. Il a cependant reconnu qu'une reprise d'un dialogue politique serait nécessaire pour sortir de la crise. Depuis le début de l'assaut des forces du maréchal Haftar le 4 avril dernier, les combats ont fait 510 morts et 2467 blessés, selon un bilan communiqué ce lundi par l'Organisation mondiale de la santé. Au Niger, à présent, le ministère de la Défense a porté plainte contre le chef de file de l'opposition en exil, Hama Amadou. Il est accusé de diffamation et d'avoir tenu des propos qui portent atteinte au moral de l'armée et à la cohésion nationale. Plus de précisions avec le ministre nigérien de la Défense, Kala Moutari. En cette période d'engagement de nos forces armées, de nos forces de défense et de sécurité, dans la défense de notre territoire, dans ce climat de péril général dans la sous-région, nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens de décourager nos soldats. Nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens d'empêcher à nos soldats d'aller au front. Voilà pourquoi nous avons dit, quel que soit le citoyen qui porte ces propos,
il participe de l'alliance avec les terroristes, avec nos ennemis, que par conséquent, la justice du Niger doit le traiter comme tel, puisque la loi a prévu des sanctions contre des personnes qui tiendraient de tels propos. J'ai dit notre armée. Aujourd'hui que je vous parle, elle est l'une des mieux équipées de toutes les armées de notre sous-région. Si notre pays tient, c'est grâce à l'armée nigérienne. Certes, dans sa collaboration avec les autres, mais c'est l'armée nigérienne qui fait la guerre. On reste au Niger où la société Dangote, dont les camions ont été saisis, a fait appel de la décision de justice. L'affaire a été tranchée et la société de l'homme d'affaires a de nouveau perdu. Ce procès doit donc payer à la société nigérienne des produits pétroliers plus de 1,5 milliard de francs CFA. Le point avec notre correspondant sur place, Abdelkarim Mahamadou. Malgré son pouvoir économique, son influence politique, le richissime homme d'affaires nigérien Aliko Dangote et son collectif d'avocats ont à nouveau perdu devant la justice nigérienne. Après avoir perdu en première instance au tribunal de Birnin-Konni, porte d'entrée des camions de Dangote Company, ces avocats ont fait appel de la décision de justice devant la cour d'appel de Niamey. Pour rappel, Borkir International, filiale de la société Dangote, reste devoir à la société nigérienne des produits pétroliers environ 1,5 milliard de francs CFA. Toutes les tentatives de la SONIDEP et son avocat Maître Boubacar Amadou sont restées vaines, et ce malgré ses multiples va-et-vient entre le Niger et le Nigeria, siège de la société Dangote. Fort donc de la décision de justice, l'avocat de la SONIDEP a procédé via un huissier à la saisie de 200 camions de Dangote qui font rentrer du ciment au Niger. Pour obtenir l'annulation de cette décision, les avocats de Dangote ont saisi la cour d'appel de Niamey, un collectif d'avocats auquel s'est ajouté un autre commis par Borkir International. Ce dernier est venu devant la cour reconnaître au nom de son client Sani Dangote, frère de Alikou, la dette et demander au juge de faire la distinction entre les deux sociétés. Les plaidoiries ont duré près d'1 heure d'horloge. Au sortir du délibéré rendu le 15 mai, soit 2 semaines après le procès, le juge a tout simplement débouté Dangote et ses avocats. La saisie des camions reste donc légale et l'avocat de la SONIDEP s'apprête à procéder à la vente aux enchères des camions saisis. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.